L'aube se levait lentement sur l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. L'air sentait le café brûlé, les croissants surchauffés et la sueur des passagers en retard. À l'intérieur du terminal B, des annonces résonnaient dans les haut-parleurs, mêlant plusieurs langues dans une cacophonie contrôlée, presque orchestrale. Des hommes d'affaires, des familles, des étudiants et des touristes aux yeux encore endormis se bousculaient entre les portiques de sécurité. Parmi eux, une femme au port de tête altier fendait la foule comme une lame dans du beurre. Kathleen Marsh, chef hôtesse de la compagnie Stratus Air, portait son uniforme bleu nuit avec une précision militaire. Son chignon était si serré qu'il semblait pouvoir couper du verre. Elle affichait un sourire de façade, mais dans son regard, quelque chose de plus froid rôdait. Elle avait une règle tacite. Les apparences définissent la valeur des gens. Première classe à gauche, économie par là, et pas de débordement dans les fils, merci, disait-elle d'un ton tranchant, tout en ajustant le badge argenté accroché à sa veste. Kathleen avait vu passer des milliers de passagers et elle s'était fait une spécialité de les juger en moins de 10 secondes. Elle les classait par catégories invisibles, les bruyants, les potentiellement vulgaires, les habillés bizarrement, les qui se croient tout permis, et surtout, ceux qui ne sont pas à leur place. Cette dernière catégorie avait sa haine discrète. Ce matin-là, le vol 306 à destination de Genève s'annonçait plein. À quelques mètres du comptoir d'embarquement, une famille venait de passer le contrôle de sécurité. Ils avançaient lentement, les billets en main. Ils étaient 3, un homme noir élégant, dans un costume 3 pièces de soie italienne, une femme à l'allure douce, en robe ivoire, tenant une petite fille par la main, vêtue d'un trench beige sur une robe jaune canari. Tout chez eux respirait la classe, la retenue et le succès discret. Mais ce que Kathleen vit, ce ne furent pas des vêtements ni des visages. Ce qu'elle vit, c'était autre chose. Un trio qui, selon elle, n'avait rien à faire ici. Elle observa leur peau brune, leur absence d'accent européen ou américain standardisé, leur retenue presque suspecte. Ses lèvres pincées se tendirent imperceptiblement. « Bonjour », dit l'homme avec un sourire chaleureux, tendant ses billets. « Nous voyageons en première classe. Vol 306, porte B12. » Kathleen ne sourit pas. « Je vois. Un instant. » Elle attrapa les billets et les scanna sans les regarder. Son ton devint plus sec. « Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?»« Je crois que oui, » répondit la femme avec calme. « Stratus Air, première classe, siège, 1A, 1B et 1C. » Kathleen haussa un sourcil. Puis elle regarda la petite fille, qui tenait un ours en peluche, silencieuse. Cet enfant avait quelque chose d'angélique, mais cela n'adoucit pas Kathleen. Au contraire. « Vous êtes passé par quelle agence ?»« Notre assistante personnelle a réservé les billets directement via le service privé de Stratus Air, » répondit l'homme. Un détail échappa à Kathleen. Le logo doré brodé sur le mouchoir de poche de l'homme. Il ne signifiait rien pour elle. Mais il aurait dû, car il appartenait à une puissante entité. Symbion Holding, un conglomérat aux ramifications tentaculaires. L'homme en question n'était autre que Malcolm K. Raines, PDG de l'une des entreprises les plus influentes de la Silicon Valley. Mais Kathleen ne savait pas. Et même si elle avait su, elle n'aurait peut-être pas agi autrement. Kathleen appuya sur un bouton et fit signe à une collègue. Puis, avec une voix plus forte qu'il n'aurait fallu, « Sécurité, s'il vous plaît. » L'homme fronça les sourcils. « Excusez-moi, pourquoi la sécurité ? Vous ne pouvez pas embarquer. Vos billets semblent suspects. Et vous créez une gêne ici. D'autres passagers attendent. Mais nous avons les billets originaux, validés. Nous avons réservé depuis 3 semaines. Et notre nom est sur la liste. » Kathleen le fixa, imperturbable. « Vous devez quitter la file, immédiatement. » La sécurité arriva. 2 agents blancs, costauds, arborant un badge de sous-traitance privée, pas affilié directement à la compagnie. L'un d'eux posa sa main sur l'épaule de l'homme. « Monsieur, veuillez nous suivre. »
Nous devons vérifier quelque chose. » La petite fille éclata en larmes. « Maman, pourquoi il le touche ?» La femme prit la main de sa fille, tremblante, pendant que les passagers observaient, certains bouche bée, d'autres filmant discrètement. Et Kathleen, elle, souriait à peine, satisfaite. Dans une salle d'interrogatoire improvisée, les agents passèrent en revue les passeports, les billets, les réservations. Un autre agent de Stratus Air, plus jeune, blond, au regard gêné, entra au bout de 10 minutes. « Je crois qu'il y a une erreur. »« Comment ça, une erreur ?» demanda l'un des agents. « L'homme que vous retenez, c'est Malcolm Rains, PDG de Symbion Holdings. C'est lui qui a financé le nouveau système de réservation dont on se sert depuis 2 mois. C'est un des partenaires majeurs de Stratus. » Silence. Long, pesant. Le visage du premier agent se figea. Dans le bureau voisin, Kathleen, elle, servait un café à un passager blanc, souriant, en lui expliquant que les standards de la première classe sont stricts. 30 minutes plus tard, Kathleen fut convoquée dans le bureau du directeur d'embarquement. Celui-ci était blême. Il tenait dans sa main un téléphone ou clignotait un appel en attente. Le PDG de Stratus Air en personne. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il. « J'ai suivi le protocole. Des billets douteux, une attitude suspecte. Vous avez expulsé l'homme qui finance notre flotte privée. Vous avez fait pleurer sa fille, devant des dizaines de témoins. Et tout cela, à cause de quoi? Leur couleur de peau. » Kathleen tenta de se défendre, mais le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds, car le monde extérieur commençait à réagir. Un tweet venait d'être posté. Une hôtesse expulse une famille noire de la première classe, sans savoir que le père est le PDG de l'une des plus grandes boîtes tech au monde. Le racisme en costume d'uniforme. Vol 306. Stratus fail. Le tweet avait déjà 60 000 partages. Et ce n'était que le début. Le vol 306 décolla finalement avec 2 heures de retard. Dans la cabine de première classe, les sièges 1A, 1B et 1C étaient vides. Malcolm Rains avait quitté l'aéroport, mais pas en silence. Il avait publié une lettre ouverte sur le site officiel de Symbion Holdings. Il n'avait pas insulté, ni exigé vengeance. Il avait simplement écrit « Aujourd'hui, j'ai vu ma fille de 7 ans demander pourquoi on nous traitait comme des voleurs alors qu'elle croyait qu'on allait juste prendre l'avion. Je suis PDG, mais surtout, je suis père, et je ne veux plus d'un monde où une hôtesse peut décider qui a le droit de voler selon la couleur de peau. » Cette lettre fut relayée dans tous les médias majeurs. Mais dans l'ombre, quelque chose se préparait. Car Malcolm n'avait pas dit son dernier mot, et Kathleen n'avait pas encore vu ce qui l'attendait. Le vol 306 avait fini par décoller, avec un retard de plus de 45 minutes. Dans la cabine de première classe, Malcolm Rains, désormais réinstallé à sa place, avait gardé le silence. Sa femme, Clarisse, tentait de rassurer leur fille, Lina, en lui caressant la tête. La petite n'avait toujours pas desserré les doigts de son ours en peluche. Ses yeux grands ouverts fixaient le hublot, comme pour fuir un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Les passagers autour d'eux n'osaient plus parler. Certains avaient filmé. D'autres avaient regardé, gênés, en détournant le regard comme on détourne les yeux devant une scène d'humiliation publique. À l'avant, derrière le rideau bleu marine, Kathleen Marsh avait été écartée du service du vol, remplacée par une autre hôtesse plus discrète et neutre. Elle était restée sur le tarmac, dans un petit salon réservé au personnel, attendant des instructions de la direction. Elle ignorait que la tempête avait déjà commencé. À l'atterrissage à Genève, plus de 5 millions de vues avaient été enregistrées sur les diverses vidéos de l'incident. Des personnalités influentes prenaient déjà la parole. Une députée afro-américaine écrivait « Quand même l'argent, la classe et l'éducation ne suffisent pas à protéger une famille noire de l'humiliation publique, c'est que le racisme structurel a encore de beaux jours devant lui. » Vol 306. Un animateur célèbre sur CNN réagit. « Vous imaginez le tollé si cela était arrivé à une famille blanche habillée en Gucci ?
Le silence aurait été remplacé par une ovation d'excuses. Les médias du monde entier commencèrent à relayer l'affaire, traduisant les vidéos, remontant les séquences, interrogeant les passagers du vol. Un mot revenait sans cesse. Injustifiable. Et au cœur de l'ouragan, une femme restait figée. Dans le bureau du responsable des ressources humaines de Stratus Air, Kathleen était assise, droite, mais l'angoisse se lisait dans la raideur de sa nuque. « Vous comprenez que cette affaire est extrêmement grave », déclara Maria Delgado, DRH de la compagnie. « Je fais ce travail depuis 22 ans, répondit Kathleen d'une voix dure mais tremblante. J'ai vu des gens tenter de frauder avec des billets imprimés, des identités volées et des situations douteuses. Je ne faisais que juger sur des apparences, coupa Maria froidement. Et cette fois, vous avez jugé la mauvaise personne. Kathleen sentit le sol s'effriter sous ses pieds. Elle voulut parler, mais les mots restaient coincés. Ce n'était pas qu'elle s'en voulait, c'est qu'elle n'avait jamais été confrontée à l'échec de sa certitude. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes suspendu, et la direction générale demandera probablement une enquête interne. Il va falloir préparer votre dossier. Le mot dossier la heurta comme une gifle. Et pendant qu'elle quittait le bureau, le téléphone de Maria vibra. Un message de Malcolm Rains, court et tranchant. Je ne veux pas d'excuses, je veux un changement, sinon, votre partenariat avec Symbion est terminé. De son côté, Malcolm avait lui aussi publié une réponse publique sur son compte officiel. Je ne parle pas souvent, mais ce matin, j'ai été regardé comme un intrus, traqué comme un voleur, humilié devant ma fille pour une chose simple, ma couleur de peau. Pourtant, j'étais assis à ma place, en première classe, la mienne. Je ne veux pas que Kathleen soit traquée, harcelée ou humiliée. Je veux juste qu'un jour, un homme noir n'ait plus à justifier sa présence dans un lieu qu'il a payé, construit ou financé. C'est tout. Sa déclaration fut saluée comme un modèle de retenue et de dignité. Mais elle n'éteignit pas l'incendie, car le mal était plus profond et la société était avide de vérité. À Atlanta, une journaliste d'investigation, Tracy Owens, creusa le passé de Kathleen. Elle découvrit des plaintes non traitées pour discrimination, des témoignages d'anciens employés de bord et même des notes internes où on évoquait son attitude élitiste et réticente au changement. Un ancien collègue raconta: elle disait souvent que la première classe devait être un temple, pas un métro. Elle avait sa propre idée de qui avait le droit d'y être. D'autres témoignages se succédèrent. Et bientôt, Stratus Air se retrouva sous pression. Des milliers de clients annulaient leurs billets. Les hashtags Boycott Stratus et Flying While Black faisaient trembler les serveurs de la compagnie. De retour à San Francisco, Malcolm avait refusé toute interview. Mais il avait convoqué une réunion avec les autres membres du conseil d'administration de Symbion Holdings. « Ce que nous avons vécu n'est pas isolé », déclara-t-il. « Ce qui m'est arrivé arrive à des millions d'autres. La différence, c'est que cette fois, quelqu'un regardait. » Un de ses associés proposa de créer un fonds pour les victimes de discrimination liées au transport. Un autre suggéra de développer une IA capable de détecter les biais inconscients dans les systèmes de réservation et d'embarquement. « Ils nous ont vus comme des intrus », dit-il en concluant. « Maintenant, ils vont nous voir comme les bâtisseurs. » Kathleen Marsh n'avait pas mis les pieds hors de chez elle depuis une semaine. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes, des avocats, des anonymes. Les chaînes d'information en continu passaient en boucle la séquence de l'incident. Son visage, figé dans l'arrogance et la colère, était devenu un symbole viral de l'intolérance raciale contemporaine. Une fois adorée pour son professionnalisme, elle était désormais la Karen des nuages. Les menaces s'étaient mêlées aux moqueries. Sa boîte mail croulait sous les messages haineux. Des voisins l'évitaient. D'autres lui jetaient des regards accusateurs. Sa fille adolescente avait été harcelée en ligne. Ses comptes sociaux envahis de messages « Ta mère est une raciste. Tu dois avoir honte. » Elle avait essayé de se défendre. Elle avait même posté une vidéo pour expliquer sa version. Mais son ton sec, son absence d'excuses sincères et sa phrase « Je ne pouvais pas deviner qu'il était important »
avait achevé de la condamner. Elle n'avait pas encore tout perdu, mais ça ne tarderait pas. Pendant ce temps, Malcolm restait silencieux. Pas une interview, pas un post. Son silence pesait plus lourd que toutes les indignations en ligne. Il devenait une énigme, et les médias se demandaient s'il préparait une action en justice, une initiative médiatique, ou quelque chose de plus. En vérité, Malcolm avait pris une décision. Il n'allait pas chercher des excuses. Il allait changer les règles du jeu. Stratus R, acculé, avait engagé un cabinet externe pour une enquête d'audit éthique et raciale. Des dizaines d'hôtesses, stewards, pilotes, techniciens furent interrogés. Et ce que l'on découvrit était bien plus grave que l'affaire Marsh. Des témoignages affirmaient que les passagers noirs étaient régulièrement sursurveillés en première classe. Des données prouvaient que les surclassements gratuits bénéficiaient à 83% à des passagers blancs, même dans les villes majoritairement noires comme Atlanta ou Détroit. L'audit révéla aussi des emails internes gênants, des phrases comme « Fais gaffe à ceux qui ressemblent à des rappeurs, surtout s'ils ont des chaînes autour du cou ». Priorité aux passagers qui donnent une image de prestige. Les preuves s'accumulaient, et les dirigeants de Stratus comprirent que l'affaire Wren n'était que la surface visible d'un volcan en éruption. Un matin, dans une salle de conférence de verre et d'acier, Malcolm réunit 8 PDG de compagnies aériennes, tous membres d'un consortium technologique lié à l'aviation. Parmi eux, le président de Fly Global, le PDG d'une plateforme de réservation, une experte en cyberintelligence aérienne. Malcolm posa sur la table un épais dossier, sobrement intitulé « The Air Bias Project ». Ce n'est pas une croisade, c'est une reconstruction, dit-il simplement. Le projet proposait une refonte des algorithmes de filtrage client, un système d'éthique intégré à l'expérience en vol, et même une technologie d'analyse vocale pour détecter le ton discriminatoire dans les interactions entre personnel de bord et passagers. Il y eut des rires gênés, des regards fuyants, puis un silence. Car ils comprirent une chose, Malcolm avait les moyens et l'élan populaire. 2 semaines plus tard, lors du sommet international de l'aviation commerciale, Malcolm prit la parole. L'auditorium était comble. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Il ne lut aucun discours. Il se leva simplement, micro en main. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que vous tolérez, ce que vous ignorez, ce que vous niez. Et puis, il projeta une vidéo sur l'écran géant. Un montage de témoignages, une femme noire traitée comme une nounou alors qu'elle voyageait avec ses enfants. Un vétéran noir désigné à tort comme suspect à cause d'une erreur de billet. Une femme voilée humiliée devant tout un vol. Un pilote noir à qui on avait refusé l'entrée au cockpit sans vérifier son badge. L'audience retint son souffle. Puis Malcolm dit « Je suis riche, puissant et influent. Mais si moi, je peux être traité comme ça, imaginez ceux qui n'ont rien. Ils n'auront jamais de vidéo virale. Ils rentrent chez eux brisés, en silence. » Le ton était calme, mais l'effet fut un séisme. À la suite de ce discours, plusieurs compagnies aériennes adoptèrent les recommandations du Air Bias Project. Stratus Air tenta de rattraper son retard. Elle licencia discrètement Kathleen, proposa des excuses publiques, mais c'était trop tard. Le public avait choisi son camp. Le président du comité d'éthique de l'aviation déclara « Ce que M. Renz a déclenché n'est pas une mode. C'est un moment de bascule dans l'histoire du transport aérien. » Kathleen, quant à elle, vendit sa maison en banlieue, perdit sa pension et s'installa dans un petit appartement, loin des radars. Mais elle sentait une chose étrange grandir en elle. Le doute. Et parfois, le regret. Le discours de Malcolm Rains au sommet de l'aviation avait eu l'effet d'un coup de tonnerre planétaire. Partout dans le monde, les vidéos de passagers discriminés, ignorés, méprisés, se mirent à ressurgir. Les réseaux sociaux étaient inondés de hashtags comme « Flying while black »,« We pay to » ou encore « Humiliation and altitude ».
Les passagers racisés partageaient leurs histoires. Un homme noir de classe affaires, ignoré par l'équipage qui servait les boissons. Une femme asiatique, à qui l'on avait refusé un surclassement pour manque de tenue professionnelle. Un couple arabe, arrêté en pleine file d'embarquement à cause d'un comportement suspect. Ils parlaient en arabe. La colère n'était plus silencieuse. Et ce n'était plus une affaire personnelle, c'était devenu un soulèvement éthique. Dans les locaux de Stratus Air, l'atmosphère était électrique. L'audit interne continuait à faire remonter des dizaines de cas similaires à celui de Malcolm Rains. Mais pire encore, une faille informatique fut découverte. L'algorithme de pré-embarquement favorisait les passagers ayant un profil haut potentiel médiatique, basé sur des critères esthétiques et sociaux biaisés. En clair, plus tu étais blanc, bien habillé, jeune, moins tu avais de chances d'être interrogé. Plus tu avais une peau foncée, un accent ou des vêtements non normés, plus tu étais discrètement évalué comme facteur de désordre potentiel. Et c'était automatisé, sans même que les employés en soient toujours conscients. Un racisme algorithmique. Invisible, mais ravageur. Recluse dans son petit appartement du nord de Chicago, Kathleen vivait une lente descente intérieure. Elle passait ses journées à relire des lettres anonymes. Certaines la menaçaient, d'autres la suppliaient de s'excuser, d'autres encore lui demandaient comment elle avait pu en arriver là. Un soir, elle reçut une lettre différente, une simple enveloppe beige, manuscrite. Aucune adresse expéditrice. À l'intérieur, une photo, celle d'un enfant noir souriant, assis dans un fauteuil roulant. Et une note. C'est mon fils. Vous lui avez montré que même les riches peuvent être traités comme des moins que rien. Merci pour cette leçon. Je lui ai expliqué qu'il devra se battre toute sa vie. Grâce à vous. Kathleen sentit son cœur se fissurer. Pas à cause de la colère, mais à cause d'une prise de conscience qu'elle avait toujours fui. Pendant ce temps, dans un manoir discret en Virginie, un vieil homme regardait les événements se dérouler avec une lueur étrange dans les yeux. Son nom, Carter D. Holloway, ancien président du Conseil national de régulation aérienne. Retraité depuis 15 ans, mais toujours influent. Il connaissait bien Malcolm, l'avait vu naître dans le monde de la haute finance. Et il savait une chose que peu de gens savaient. Ce qui s'était passé dans ce vol n'était que le prélude d'un plan beaucoup plus vaste. Car Malcolm Rains ne s'était pas contenté de dénoncer le racisme. Il avait, en secret, lancé une initiative technologique révolutionnaire. Un réseau global de notation éthique des compagnies aériennes par les passagers eux-mêmes, relié en temps réel aux plateformes de réservation. Chaque interaction, chaque traitement, chaque injustice, noté, filmé, relayé. Un score de dignité. Et ce réseau s'apprêtait à être lancé. Dans les grandes universités, les professeurs invitaient Malcolm à parler de son initiative. Dans les médias, on débattait du racisme institutionnel aérien comme d'un nouveau phénomène à prendre au sérieux. Et dans les rues, des manifestants portaient des pancartes. On ne monte plus à bord du mépris. Pas de vol sans respect. Des pilotes, des hôtesses, des voyageurs prenaient la parole pour la première fois. Même d'anciens collègues de Kathleen publièrent des témoignages anonymes. Elle n'était pas la seule. On nous formait à ignorer ce qu'on appelait les profils perturbateurs. Mais ces profils étaient presque toujours non blancs. C'était un tsunami. Un soir d'hiver, dans un restaurant chic de Manhattan, Malcolm reçut un appel étrange. Une voix grave, posée. « Monsieur Rains, un dîner vous est proposé. Vous y rencontrerez des gens influents. Cela concerne la suite de votre projet. Venez seul. » Il hésita, puis accepta. À 21h pile, il entra dans une salle privée du Royal Dominion. Autour de la table, des banquiers, des avocats, une ancienne juge de la Cour suprême, et un visage inattendu, Carter Holloway. Ce dernier le salua d'un geste lent. « Vous êtes en train de déclencher une révolution silencieuse, Malcolm. Mais sachez que certaines puissances n'aiment pas le bruit. » Dans un bureau en verre, au 37e étage, un homme blond, svelte, au regard froid,
observait les derniers rapports. Son nom, Julian Wexley. Ancien du FBI, expert en guerre psychologique, devenu chasseur de menaces pour milliardaires. Ce Rennes est devenu un mythe, souffla-t-il. Il faut le démythifier, lentement, chirurgicalement. Des idées ? Demanda un associé. Julian esquissa un sourire. On va s'en prendre à ce qu'il a de plus vulnérable, sa réputation et ses proches. Quelques jours plus tard, une vidéo fuita sur le net. On y voyait Malcolm, visiblement agité, hausser le ton contre une employée dans un hôtel. Le montage était trompeur, hors contexte, mais suffisant pour que les gros titres s'emballent. Le PDG défenseur de la justice se montre violent envers une femme de ménage. Hypocrisie ou double visage de Malcolm Reigns. Les réseaux s'enflammèrent. Des vidéos décryptées, des accusations surgies du passé, d'anciens collègues anonymes parlant de son ego. Même les médias qui l'avaient soutenu commencèrent à douter. Et Kathleen. Dans l'ombre, elle observait tout cela avec une fascination étrange. Elle n'avait plus rien à perdre. Et pourtant, quelque chose en elle bouillait. Pas de vengeance, pas de haine, mais un remords qui lui collait à la peau. Un soir, alors que Malcolm travaillait dans son bureau tard, il reçut un appel. Voix féminine, étrangement familière. « Bonsoir, monsieur Rennes, je suis désolé, pour tout. » Un silence. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Kathleen Meyer. » Il se figea. Elle avait reçu un dossier anonyme contenant une vidéo brute jamais diffusée du vol 306, filmée par la caméra de sécurité de la cabine. On y voyait tout. L'échange, l'attitude calme de Malcolm, le mépris affiché de Kathleen, et surtout, la réaction embarrassée du commandant de bord, qui avait hésité à intervenir, mais avait fini par s'effacer sous la pression de la hiérarchie. Samira publia un dossier intitulé « La vérité enterrée à 10 000 mètres d'altitude. Comment une compagnie a tenté d'étouffer l'humiliation d'un homme. » Les vues explosèrent, et ce qui arriva ensuite fut inattendu. Lorsque la vidéo de la cabine fut rendue publique, un raz-de-marée d'indignation secoua les sphères médiatiques et politiques. Ce que les gens voyaient, ce n'était plus une affaire d'interprétation. C'était un fait visuel, limpide, glacial. Malcolm Reigns, calme, respectueux. Kathleen, hostile, méprisante. Le pilote, hésitant, puis résigné. Et au fond, ce silence complice du système. Le président de la compagnie aérienne, dans un geste désespéré, convoqua une conférence de presse. Mais trop tard. Les actionnaires majeurs se retiraient. Les syndicats du personnel dénonçaient la culture de discrimination voilée. Des groupes de voyageurs réclamaient des réparations collectives. Le hashtag YourVol306Truth devint viral. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, un groupe d'anciens employés publia un rapport intitulé « Altitude toxique », 10 ans de discrimination dans les airs. Un sénateur afro-américain lança une commission d'enquête fédérale. Et Kathleen Meyer, désormais figure controversée, fut convoquée à la barre. Elle s'y rendit, en tremblant. Mais elle dit tout. Pendant ce temps, Malcolm reçut une invitation. Étrange. Une lettre manuscrite. « Monsieur Rennes, vous êtes convié à une cérémonie fermée en présence de hauts représentants de la FAA, du Congrès et de l'ONU, pour la reconnaissance d'un combat exemplaire. Signé C.E. C.E. Il hésita, puis s'y rendit. Dans une salle confidentielle d'un bâtiment gouvernemental, des dizaines de hauts responsables, toutes origines confondues, l'attendaient. Une femme d'environ 60 ans s'avança. Présidente d'une commission des droits humains. Ce que vous avez porté n'est pas juste un témoignage. C'est une brèche dans un mur ancien. Vous avez payé cher ce courage. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un label en votre nom. Le Standard Rennes. Silence. Applaudissements retenus. Le Standard Rennes deviendrait une norme internationale de traitement éthique des passagers, appliquée aux compagnies aériennes signataires. Mais dans un bureau sombre, à Genève, Julian Wexley regardait les nouvelles. Il venait d'être désavoué.
son contrat résilié, sa réputation éclaboussée. Quelque chose dans ses yeux ne brillait plus. L'homme aux 1000 coups tordus venait d'être vaincu, non pas par un hacking, mais par la vérité crue. Il décrocha son téléphone. Opération terminée, je quitte le circuit, et raccrocha, 1 an plus tard. Un nouvel avion, flambant neuf, sur le tarmac de Los Angeles. Un logo discret, Étahir, un équipage multiethnique, des annonces inclusives. Un système de notation à bord, en temps réel. Premier vol. Destination Accra, Ghana. Le nom du vol, Rennes 001. À bord, Malcolm, assis en toute discrétion en classe économique, discutait avec une enfant assise près du hublot. « C'est la première fois que tu voles ?»« Oui, mais je crois que j'ai peur. » Il sourit doucement. « Alors regarde bien, car bientôt tu n'auras plus peur du ciel. Tu en connaîtras la beauté. » L'avion décolla. Plus tard, dans une interview à The Atlantic, Malcolm dira « Ils m'ont expulsé de ce vol, mais m'ont propulsé vers une hauteur qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas. Le ciel ne pardonne pas l'injustice, il l'éclaire. » Et quelque part, sur une plage lointaine, Kathleen Meyer relisait cette phrase dans un vieux magazine. Elle sourit. Elle avait refait sa vie, mais elle savait que jamais elle n'oublierait le vol 306. Pas à cause de la honte, mais à cause de ce qu'il avait révélé d'elle et du monde entier. Et voilà. Vous venez d'achever l'histoire intense, bouleversante et pleine de révélations de « Le vol 306 », l'humiliation du ciel. Un récit où le pouvoir, l'arrogance et les préjugés ont voulu écraser l'humilité, la dignité et la vérité. Mais où, contre toute attente, c'est l'injustice elle-même qui a été expulsée du ciel. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre attention, votre émotion, votre ouverture d'esprit sont les ailes qui permettent à des récits comme celui-ci de toucher les consciences et de ne pas s'éteindre dans le silence. Si cette histoire vous a interpellé, ému, choqué ou inspiré, n'hésitez pas à partager, à commenter, à en parler autour de vous. Car au fond, ce n'est pas juste une fiction. C'est un miroir tendu à notre monde. Et surtout, n'oubliez jamais que chaque personne, quelle que soit sa couleur, son apparence, son statut, mérite d'être traitée avec respect. Car un simple regard peut changer une vie. Et une simple injustice peut réveiller tout un peuple. Merci, encore une fois, de nous avoir accompagnés jusqu'à la dernière ligne. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus intense. Avec gratitude, l'équipe derrière Le Vol 306.